Je ne sais pas si je parlerais d'ego, je parlerais plus de sensibilité. Je pense que les artistes sont des personnes avant tout sensibles et que pour gérer leur sensibilité, ils sont en effet parfois obligés de développer un certain ego pour se protéger. En général, typiquement Pharrell ou le studio vont me proposer des idées complètement folles. Et Pharrell, je dois dire, est très fort pour ça. Quelque chose qui va nous faire complètement sortir de notre zone de confort. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Skills. Aujourd'hui, on va entrer dans un univers qui fait rêver le monde entier, le luxe. Mais derrière les vitrines, les défilés, les objets iconiques, il y a une réalité beaucoup plus complexe, des arbitrages permanents entre créativité, business et désirabilité. Comment naît vraiment un produit de luxe ? Comment une maison protège son rêve tout en grandissant ? Et comment on décide que va devenir un objet que le monde entier va désirer ? Et pour comprendre cette mécanique, j'ai voulu inviter quelqu'un qui se situe exactement à cet endroit. Et elle s'appelle Louise Lafont. Elle est directrice maroquinerie et accessoires chez Louis Vuitton. Bonjour Louise. Bonjour Nadia. Je suis ravie de te recevoir. Donc ton rôle consiste à transformer, tu me diras si j'ai raison ou pas, une idée créative en un objet réel, désirable et viable économiquement. Donc dans cet épisode, ce que j'ai envie de comprendre, c'est comment fonctionne de l'intérieur l'industrie du luxe, même si j'y suis passée, mais pas autant que toi, donc je pense que tu pourras vraiment nous éclairer sur beaucoup de choses. Comment se prennent les décisions dans une maison comme Louis Vuitton ? Et ce que ça signifie de diriger dans un univers où le rêve et le business doivent coexister, et encore plus en tant que femme, et ça on y reviendra aussi pendant l'interview. Donc re-bienvenue. Est-ce Merci. que tu peux te présenter et expliquer ce que tu fais exactement chez Louis Vuitton ? Donc Louise Lafont, je dirige en effet la maroquinerie et les accessoires hommes chez Louis Vuitton. Mon travail consiste à travailler avec notre directeur artistique, Pharrell Williams, et notre studio de designers pour en effet développer des collections et des produits et encore plus largement une image et une silhouette de l'homme Louis Vuitton et d'en faire en effet un succès commercial. Et j'ajouterais sur le moment, mais aussi pour les prochaines années. Et je pense qu'il y a aussi cette difficulté dans la mode, le succès à un temps précis dans la sortie d'une collection, mais comment on pense aussi long terme sur l'installation d'une silhouette et de produits iconiques qui vont traverser les cycles de la mode. Donc il y a pas mal, tu anticipes pas mal. Oui, on est obligé d'anticiper et on est obligé de combiner une émotion du moment qui va attirer des achats impulsifs parce que tout d'un coup, c'est le produit cool du moment, c'est le buzz du défilé, etc. Pour autant, on ne peut pas être dépendant que de la mode, de la partie fashion et de son cycle, qui est une des grandes difficultés de la mode, c'est que c'est complètement cyclique, ça va et ça revient. Et de plus en plus. Et de plus en plus, très probablement, il est probable que les cycles s'accélèrent, en effet. Et donc, pour résister et s'assurer de notre croissance dans le temps, l'enjeu est aussi que ces nouveaux produits puissent perdurer. Et donc là, en effet, c'est travailler des produits suffisamment intemporels, suffisamment forts pour que leur désirabilité puisse traverser le temps, à minima quelques années, voire parfois quelques générations, comme certains produits iconiques de Louis Vuitton le sont. Oui, et c'est la même approche pour tous les produits de Louis Vuitton, c'est-à-dire qu'il y a une envie qui est justement, qui est une trace qui reste au fil des années, où il y a certains produits, vous savez que c'est ponctuel, et d'autres que vous avez envie de garder plus longtemps. Ça dépend clairement des produits, ça dépend aussi des catégories, pour être très clair et transparent. Il y a vraiment des catégories, je pense au prêt-à-porter, qui sont beaucoup plus mode et saisonniers, donc qui ont des parts aussi de saisonniers qui sont beaucoup plus importantes. Je pense notamment en maroquinerie, on fait très attention à avoir des produits qui traversent le temps, mais ensuite à l'intérieur de ces catégories, en effet, il y a des collections dont on sait qu'elles seront purement saisonnières, juste dans l'air du temps du moment, et d'autres qu'on va travailler dans le temps. Et puis après, il y a un entre-deux, c'est-à-dire qu'il y a des formes iconiques qu'on va ensuite animer pour qu'elles soient désirables sur le moment, mais que la forme reste dans le temps. D'accord. Ok, donc il y a toujours quelque chose qui reste dans le temps. Ouais. Tu dis, tu travailles avec main dans la main, j'imagine, avec le directeur artistique, créatif, donc Pharrell Williams. Ton rôle exactement, j'imagine, il doit y avoir un ping-pong tout le temps. Comment ça se passe en fait ? Lui, c'est la création. Toi, c'est le business, c'est comme ça, on peut dire ça comme ça ? C'est ça. Comment tu décrirais cet équilibre entre vous ? C'est ça. En effet, lui, la partie vision créative.
clairement. Et moi, je m'assure du succès, en effet, business. Dans toutes ces composantes, il y a les ventes, mais il y a aussi la marge, la profitabilité, etc. Même si, je pense que notre rôle, particulièrement quand on travaille dans la mode, il y a le business, mais pas que ça, puisque j'ai dans ma responsabilité aussi le fait de faire des choses qui ont une vraie justesse par rapport à la maison Louis Vuitton. Donc, il y a l'adhérence par rapport à la marque et à l'image de la maison. Et puis, il y a aussi une certaine justesse. Et là, du coup, pour toute cette partie-là, j'ai évidemment mon cerveau. Alors, je ne sais jamais quel côté c'est. Je crois que c'est le droit qui est plus créatif, et etc. le gauche rationnel. Voilà. Il faut le rappeler, tu as fait école polytechnique. Donc, on pense forcément que tu as le côté 100% rationnel, très cartésien, très matheux. Et c'est pas difficile, justement, Je pose une question presque naïve. En réalité, c'est pas difficile, justement, de communiquer avec, justement, l'autre cerveau droit. Et comment tu fais ? Alors, en ce qui me concerne, ça m'a fait un bien fou, parce qu'en effet, j'ai fait une école d'ingénieur, l'école polytechnique. Ensuite, j'ai travaillé dans un cabinet de conseil, et donc un univers hyper rationnel, hyper stratégique, donc, analytique. Tu étais dans ta zone de confort. J'étais dans ma zone de confort. Bon, même si cabinet de conseil, on commence à développer quand même des skills beaucoup plus interpersonnels, pour essayer de comprendre aussi les gens, les univers, les entreprises dans lesquelles on... Donc, il y a toute une dimension quand même beaucoup plus soft qu'on est obligé de développer, de sensibilité aussi. Et moi, vraiment, en tant que personne, j'ai toujours eu une fascination pour la créativité, l'art de manière plus générale, l'esthétique aussi. J'aime le beau. Donc, tu es sensible. Donc, j'y suis très sensible. Okay. Je suis évidemment passionnée de mode depuis toute petite. Donc, en l'occurrence, arriver dans ce métier m'a fait un bien fou, et pouvoir laisser la place à justement cette partie droite de mon cerveau est quelque chose qui m'épanouit particulièrement. Et donc qui équilibre les deux. Et surtout, pour moi, les deux sont beaucoup plus liés qu'on puisse le penser, même en l'occurrence quand on est assez analytique et quand on fait beaucoup de maths, des écoles d'ingénieurs, etc. Dans les maths, il y a une forme d'intuition aussi. C'est ce que me disait Jacques Attali, qui lui aussi a fait Polytechnique. Et il me disait, dans les maths, il y a de la poésie. Exactement. Il y a aussi de la beauté dans les... Moi, c'est pour ça que j'ai toujours d'ailleurs préféré les maths à la physique. J'ai toujours trouvé que c'était plus beau, les maths, plus esthétiques, dans leur rondeur, dans leur perfection, etc. Et il y a de l'intuition. Clairement, que ce soit à l'école ou en classe prépa, j'étais pas la meilleure. J'étais bonne, évidemment, pour en arriver là, mais j'ai côtoyé des gens qui ensuite étaient numéro 1 au concours de Normal Sup, etc. Et ces gens-là, déjà, ont une certaine folie. On va rarement trouver quelqu'un de très bon en maths qui n'a pas une certaine folie. Okay. Donc, en général, c'est des gens aussi qui ont l'autre partie de leur cerveau très développée. Et parfois, on ne comprend pas complètement ce qui se passe dans leur tête, en fait. Il y a une forme d'intuition qui met en place les choses pour résoudre les problèmes. Donc déjà, je pense que ces deux cerveaux sont beaucoup plus liés qu'on pourrait le penser. Il y a aussi des gens très créatifs qui sont hyper rationnels. Et donc, c'est quoi ? C'est un cliché, le côté un peu, si t'es trop rationnel, ça tue ta créativité Je pense, parce qu'en fait, pour que les deux fonctionnent, à mon avis, il faut un lien quand même un peu permanent entre les deux. Et je crois même dans n'importe quel business, finalement, que ce soit la mode ou pas la mode, à mon avis, un grand dirigeant a forcément une grande part de sensibilité et doit beaucoup utiliser son intuition, qui ensuite peut être vérifiée par du rationnel, des analyses, etc., évidemment. Mais l'intuition, le fait de sentir les choses, est, à mon avis, quoi qu'il en soit, quelque chose de très important. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Quand tu parlais tout à l'heure de compétences interpersonnelles qui se développent de plus en plus dans les cabinets de conseil, toi, quand tu communiques justement avec la direction artistique, donc en l'occurrence Pharrell Williams et ses équipes, comment tu gères ? J'imagine que c'est des artistes, c'est un artiste à la base. Et les artistes sont réputés pour avoir un ego un peu surdimensionné. Je fais exprès d'aller un peu dans les clichés parce que c'est bien de les casser aussi. Comment tu fais pour gérer ça, pour que la communication soit fluide ? Parce que finalement, le but, vous avez le même but. Il faut que la collection marche, qu'elle plaise en tout cas. Absolument. Et comment vous faites pour communiquer, pour aboutir finalement à quelque chose qui plaît ? Ça doit pas être facile, non, au quotidien ? Non, c'est pas facile, c'est en revanche passionnant. Je sais pas si je parlerais d'ego, je parlerais plus de sensibilité. Je pense que les artistes sont des personnes avant tout sensibles et que pour gérer leur sensibilité, ils sont en effet parfois obligés de développer un certain ego pour se protéger. En général, c'est une vraie protection. Okay. Et donc, il faut avoir une vraie sensibilité
pour cette sensibilité, D'accord. clairement, c'est-à-dire la sentir et comprendre les fragilités de la personne, là où on sent qu'il y a plus d'insécurité. En général, c'est des personnes qui sont très insécures. Pourquoi les artistes sont insécures et donc notamment aussi les directeurs, les créatifs, on va dire de manière générale, parce qu'en fait, il y a un lien très fort entre leur personne et leur création et leur métier. En fait, c'est tous ces gens, mais les comédiens, c'est la même chose. En fait, leur métier, c'est eux, c'est leur personne. La créativité, c'est nous-mêmes, c'est ce qu'on exprime au plus profond de nous, de notre personnalité. Donc, du coup, c'est des gens qui s'exposent à vif, en fait. Quand ils créent, ils parlent d'eux. Alors, pas que, j'exagère un peu et je caricature, mais du coup, forcément, ils s'exposent énormément et c'est ça qui les rend hyper sensibles parce qu'en fait, c'est tout de suite leur personne qui est en jeu. Là où, moi, quand je parle de business, etc., je parle d'autre chose. Je parle de quelque chose qui est ultra rationnel, qui est complètement dégagé de ma personne. Donc, je pense qu'il faut arriver à comprendre ça. Donc de l'empathie. De l'empathie, en fait, de évidemment. comprendre un peu l'univers mental de l'autre. Ouais. Mais alors, elle s'arrête où cette compréhension? Parce qu'à un certain moment, toi aussi, tu as tes objectifs et il faut faire avancer. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Et c'est toute la difficulté. La clé, c'est de construire au départ une relation de confiance. Il faut avoir des bases solides pour montrer toute la bonne volonté. Je pense qu'on réussit plus en étant des personnes, plus on est authentique et spontané, plus on montre qu'il n'y a pas de jeu derrière et plus une personne sensible va nous faire confiance. Je crois qu'il y a une certaine franchise et authenticité qui est hyper importante, qui crée tout de suite le cadre de confiance. Et donc, relation de confiance qui n'est jamais acquise. Il ne faut jamais penser aussi que c'est acquis pour la vie. Ça peut rebasculer dans des moments très sensibles, etc. Et puis, il faut aussi pas lâcher ses propres combats, en effet. Donc, la partie business, elle est importante. Il faut juste savoir quelles sont les batailles les plus importantes, expliquer, donner tout le contexte et puis lâcher quand on sent qu'on ne gagnera pas cette bataille ou qu'elle est trop importante pour l'autre et ne pas lâcher quand on est absolument convaincu, évidemment, que c'est ce qui mènera au succès. En général, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de discussions. En général, typiquement Pharrell ou le studio vont me proposer des idées complètement folle. Et Pharrell, je dois dire, est très fort pour ça. Quelque chose qui va nous faire complètement sortir de notre zone de confort. Ma première réaction va être évidemment beaucoup de doutes. Et puis en général, après, c'est très itératif. Après beaucoup de discussions, on arrive à trouver la meilleure solution et en faire un gros succès. Super. Merci pour l'explication. Si je prends un sac Louis Vuitton qu'on voit en boutique aujourd'hui, combien de personnes ont travaillé dessus? Combien il y a eu de décisions, en fait, à partir du moment où on décide de le lancer? J'ai jamais compté. Sur un sac, il va y avoir un designer, un plus la direction artistique, évidemment. Et ensuite, équipe qu'on appelle Collection Retail Merch, c'est assez court. Donc, je pense une poignée de personnes, 3-4. Et puis ensuite, derrière, il y a toutes les équipes industrielles de développement. Et là, ça peut être assez gros, particulièrement chez Louis Vuitton, où on a tout est internalisé. Donc, on a tous nos ateliers de maroquinerie et puis ensuite des personnes responsables de chaque partie. Donc, il y a du monde. Et puis ensuite, ça va en magasin. Donc là, ça peut être touché par tous nos client advisors et à la fin, le client. Super. Et il y a beaucoup de décisions qui sont prises à ce moment-là? Je veux dire, il y a beaucoup de ping-pong. Ouais, pour développer un sac, en effet, c'est un mix de contraintes à réaliser parce qu'il y a la vision créative du designer, mais ensuite, il faut que ce sac soit évidemment désirable pour le client. Il faut qu'il soit pratique, qu'il soit fonctionnel, particulièrement sur la maroquinerie homme. Il y a une notion de fonctionnalité qui est hyper plus importante chez l'homme que chez la femme? Ça va dépendre, mais oui, j'ai tendance à penser que l'homme a une relation un peu plus fonctionnelle avec un sac à main, là où une femme va aussi le prendre pour terminer sa silhouette d'une certaine manière, mais un homme va surtout prendre un sac pour mettre des choses dedans, pour sa fonction utilitaire. Et puis ensuite, il y a la qualité, il y a le prix, il y a la marge, il y a l'impact environnemental, donc il y a beaucoup de choses. Beaucoup de décisions à prendre. Beaucoup. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de dire à un directeur artistique, écoute, cette idée, elle est magnifique, en l'occurrence à Pharrell Williams, ton idée, elle est magnifique, mais on ne peut pas la faire? Oui, ça m'est arrivé, oui. Et alors? Alors parfois, il arrive à être suffisamment créatif pour qu'on trouve une manière de la faire. Parfois, on ne la fait pas, ça peut arriver quand même. Il y a des noms, ça existe. Il y a des choses, même chez Louis Vuitton, même avec Pharrell, qui sont impossibles. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça arrive. Oui, c'est arrivé. Est-ce que ton rôle, c'est de dire ça, les clients vont aimer, ou alors ils sont pas prêts, tu vois? Oui, et là c'est le type de discussion qui sont pas évidentes parce que même si je peux me baser
sur quand même pas mal d'analyses, de data, etc. Je peux pas complètement me baser là-dessus parce que c'est que le passé. Et le principe de la mode, c'est justement de faire la mode à venir. Du coup, forcément, il y a un peu de subjectif, il y a un peu d'expertise et aussi d'intuition. Et c'est là où les discussions sont pas toujours évidentes parce qu'on n'est pas d'accord et parfois tout le monde a un petit peu raison aussi. Donc c'est pareil, là, il faut arriver au meilleur compromis. Ouais. Donc, c'est une question de compromis à chaque fois. Ouais. Dans ta relation, justement, avec la direction artistique, est-ce que tu penses que c'est toi qui prends un peu le lead émotionnel ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour que ça se passe bien. Est-ce que c'est toi qui prends le lead ou alors vraiment, tous les deux, vous avez la chance de bien vous... En plus, tu étais là avant que Pharrell Williams arrive. Tu as dû en voir des directeurs artistiques passer. Et puis, au-delà de Pharrell, il y a tous nos designers. Tous les designers, aussi, toute l'équipe et tout. Comment ça se passe ? Tu trouves que c'est vous qui faites un peu l'effort, justement, d'avoir cette empathie, de les comprendre, de les protéger pour que ça se passe bien ? Ou alors tu sens vraiment que c'est un ping-pong, chacun fait un effort de son côté ? Alors, ça va dépendre des designers, évidemment. En l'occurrence, avec mon équipe aujourd'hui, c'est des personnes qui sont extrêmement respectueuses. Et on a dans l'ensemble un studio d'une... Vous êtes combien ? On est beaucoup, plusieurs dizaines de personnes. Et non, dans l'ensemble, il y a un grand respect pour tout le monde, un grand esprit collectif et quelque chose de très sain. Mais oui, c'est une bonne question. Je pense qu'on y fait en effet particulièrement attention de notre côté quand même. Vous faites attention. Est-ce que, si je te pose une question un peu directe, est-ce qu'on peut dire que ton poste, c'est l'un des postes les plus stratégiques dans une maison comme Louis Vuitton ? C'est l'un des postes, mais il y en a d'autres. Et particulièrement chez Louis Vuitton, je dois dire, à la force de Louis Vuitton, qui est donc quand même la plus grande maison de mode au monde. Et elle a cette taille-là parce que justement, toutes les fonctions sont poussées à leur meilleur d'elles-mêmes. Donc le produit, évidemment, et c'est là que tout part, et c'est la création pure de notre futur, mais toutes les autres fonctions sont cruciales. On fait aussi notre différence chez Louis Vuitton, évidemment avec le retail, qui est très très fort, mais je pense aussi aux équipes de communication, et puis tout ce qui est production et supply chain, où pareil, ça peut faire la différence versus d'autres maisons de mode. Donc je pense quand même que toutes les fonctions sont très stratégiques et on a un vrai équilibre aussi des différents pouvoirs dans la maison. Quelles sont les décisions les plus difficiles dans ton métier ? Les plus challenging? Il y en a beaucoup, je pense. Les plus difficiles, c'est évidemment quand on sait qu'on va décevoir quelqu'un. Et il y a beaucoup de personnalités, beaucoup d'ego. C'est quoi, par exemple, quand tu dis décevoir quelqu'un? Décevoir un créatif, décevoir mes managers, mon CEO, par exemple, parce que lui veut quelque chose, mais la création veut quelque chose d'autre. Et comment tu gères ça? Du mieux que je peux, mais c'est pas forcément évident. Il y a beaucoup de situations où on sait qu'on va forcément décevoir un peu... quelqu'un. Tu veux dire à chaque fois quand tu prends une décision, tu sais qu'il y a quelqu'un qui va être déçu? Pas à chaque fois, mais c'est vrai on se parle de choses qui sont très subjectives en réalité quand on parle de produits. Il y a beaucoup de rationnel et d'analyse derrière, mais il y a quand même toute une partie qui est subjective. Donc il y a beaucoup d'avis forcément autour de la table et on peut pas satisfaire tout le monde. Donc, à un certain moment, il faut avancer. Souvent, il faut avancer. Donc il y a ça, et puis il y a prendre les décisions quand on n'est pas complètement sûr. Et ça, pareil, sur les produits, ça arrive très souvent. Et donc là, ce qui est hyper important, c'est le collectif. Donc déjà, moi, je compte beaucoup sur mon équipe, à qui je pose beaucoup de questions. Je crois beaucoup en leur expertise. Je crois à la force du collectif quand on n'est pas sûr. Ça m'est arrivé encore hier dans une réunion... qu'on appelle d'editing. Donc, on va choisir les produits qu'on commercialise et je sens parfois qu'il y a un petit doute. Mes équipes ont mis des quantités dessus, etc. Et donc là, je fais un tour de table avec toute une équipe pour comprendre qui pense quoi, etc. Et puis ensuite, il y a nos marchés qui viennent aussi en showroom et qui nous donnent leur avis. Donc, le feedback... Le feedback aussi des zones, des différentes nationalités, etc. Donc là, tu dis quand tu dois prendre des décisions, alors que tu n'as pas toute l'info, finalement. Ouais. C'est incertain, mais tu dois quand même prendre une décision. Ce que tu fais, c'est que tu fais un tour de table. Tu vois un peu ce que tout le monde pense. Absolument. Tu prends du feedback et après, tu tranches. Ouais, et exactement. Là, quand tu tranches, c'est intuitif? C'est un mix des deux. Parfois, je privilégie un petit peu plus ce que je ressens moi, parfois un peu plus que certaines personnes de mes équipes pensent. C'est un équilibre. Et la force du collectif et des différents avis fait qu'en général, on arrive à une forte conviction quand même. Mais ouais, c'est une partie qui génère du stress, évidemment, parce qu'on n'est jamais complètement sûr. Ouais. Bien sûr. Oui, tu peux pas être sûr. Quel est le produit Louis Vuitton qui a été un succès totalement inattendu? Justement, quand tu dis on tente des choses, on ne sait pas ce que ça va donner. Alors, je ne sais pas si c'était un succès inattendu parce qu'il avait été tellement poussé, mais le Speedy, donc... oui, ton sac, celui que tu notre audience ne peut pas le voir, mais
l'histoire de ce Speedy est absolument géniale, puisque Pharrell, quand il est arrivé chez Louis Vuitton, a dit je vais prendre ce sac, qui est donc un des sacs les plus iconiques chez Speedy, nous. c'est depuis quelle année? Speedy, c'est depuis le début du XXe siècle, ouais, ok. Qui a été une vraie icône, portée par Audrey Hepburn, etc. Et il a dit, je vais prendre ce sac, je vais lui donner un côté très pop, tellement pop qu'on aurait presque dit un sac de la contrefaçon, puisque les proportions seront un petit peu différentes. Je vais en faire plein de couleurs différentes. Au début, il voulait l'appeler le Canal Street Bag. Donc, Canal Street, c'est l'endroit où il y a toute la contrefaçon qui est vendue à New York. Sauf que ce serait le sac le plus beau qu'on ait jamais fait chez Louis Vuitton, avec le meilleur savoir-faire, et le sac le plus cher également. Plus cher que les prix habituels du Speed. Ouais, beaucoup plus cher. C'est quoi beaucoup plus cher? Là, on est sur un prix de 9 000 €. 9 000 et d'habitude, il est à combien? Le Speedy, il est beaucoup moins cher. Et notre prix moyen est évidemment... Il est à quoi? Il est à 2 000? 3 000? Prix moyen, c'est une information confidentielle. Mais le 9 000 €, c'est des price points qu'on n'avait jamais complètement fait chez Louis Vuitton. Et donc voilà, évidemment, tout le monde a pris pour un fou. Et toi, tu as laissé faire? Surtout, on a bossé pour le faire. Donc ça a été énormément de travail pour mettre au point ce sac de la part de nos designers, pour en faire justement un sac avec les proportions parfaites. On est allé chercher un savoir-faire exceptionnel, dont des savoir-faire qu'on ne faisait plus dans la maison, etc. On l'a fait en plusieurs étapes, tellement c'était difficile pour nous d'aller chercher ce niveau-là. Et puis, on l'a rendu très peu accessible aussi. Donc, il est très difficile à avoir aujourd'hui. On l'a vraiment protégé dans sa rareté. Très peu de stock, c'est ça? Très peu de stock, très peu de quantité. Et aujourd'hui, c'est un énorme succès. Et c'est un sac qui a une désirabilité énorme. Alors, quand tu parles, c'est intéressant. Je rebondis. C'était une de mes questions un peu plus tard, mais je vais rebondir. Désirabilité, on peut dire que désirabilité, c'est rareté? Est-ce qu'on peut dire ça ou pas? Pas toujours. Je pense au sac. Je pense au Birkin, par exemple, ou au Kelly, bien sûr. Qui sont... C'est impossible. Enfin, tu peux rentrer demain et tu as 100 000 ou 200 000 € dans la poche, tu ne l'as pas. Est-ce que tu penses que justement la désirabilité, c'est parce qu'en réalité, il n'y en a pas, ou il y a autre chose qui se joue? C'est pas que la rareté, la désirabilité, c'est aussi créer un imaginaire qui fait rêver. Ok. Par exemple, le désir, en effet, ça peut être le désir de ce qui est difficile à avoir, mais pas que. Je pense que le désir aussi, c'est créer un mythe, créer une histoire, créer un narratif qui va accompagner, faire rêver. La rareté compte. Le problème, c'est qu'il faut vendre aussi. Et donc, cette tension entre les deux... La croissance et la désirabilité. C'est une question qu'on se pose tous. Tout le temps, j'imagine. Tout le temps. Quand je suis arrivée chez Louis Vuitton, j'ai halluciné du nombre de fois où je voyais le mot désirabilité dans tous les plans stratégiques, etc. Et donc, moi-même, aujourd'hui, je le dis, je pense, toutes les heures, évidemment, parce que c'est notre métier de créer de la désirabilité. Mais évidemment, dans le désir, il y a la tension. Et cette tension, comment on la crée, en étant en croissance, en faisant des ventes, etc. Si tu devais en faire une équation, tu pourrais dire quoi? Il n'y en a pas, c'est bien le principe. C'est comme l'équation de créer une icône. Une icône, ça se décrète pas. Une icône, ça se révèle avec le temps. Donc c'est pareil. Icône, c'est comme désirabilité. Il n'y a pas une définition. Il n'y a pas de recette magique qui crée l'attention. Aucune recette. Sinon, on aurait tous déjà briefé une icône et on aurait voilà. Ouais. Donc la rareté en fait partie. Elle est indispensable. La rareté peut en faire partie. Ça dépend un peu des typologies de produits, mais évidemment la rareté en fait envie, en fait partie. Il y a aussi tout le process de communication. Dans le désir, il y a aussi le désir un peu mimétique, c'est-à-dire je veux ressembler à quelqu'un et donc j'ai envie d'avoir le même sac que la personne. Donc moi j'y crois beaucoup aussi à ce désir mimétique. Donc de là d'ailleurs toute la logique des célébrités, des ambassadeurs. Mais je crois que le désir mimétique il est important. D'où l'importance d'aller chercher aussi les personnes qui vont elles influencer, les test-making personnes. Qui vont... Et concrètement, c'est quoi les test-making personnes qui vont influencer juste pour qu'on puisse comprendre Il y en a plein. Il y a évidemment les célébrités qu'on connaît tous. Puis là, on a chacun nos préférences, évidemment. Des comédiens, des athlètes, etc. Et puis après, il y a des gens dans des plus petites communautés qui sont importantes. Moi, je crois aussi dans l'univers de l'homme, il y a tous les businessmen hyper successful, les tech entrepreneurs. Je vois. Si Louis Vuitton vendait 2 fois moins de produits, est-ce que tu penses que la marque serait encore plus désirable?
Je suis pas sûre. Alors, c'est en effet une question qui est pas Parce facile. en fait, je pense, encore une fois, je reviens aux 2 sacs de Hermès, parce que moi, je trouve ça dingue, ce qu'ils ont fait. Mais c'est quoi l'idée en réalité? Est-ce qu'ils se disent non, on arrête la croissance, on va faire. Enfin, c'est fou de pouvoir se dire ça. Ouais. Et en même temps, les prix augmentent chaque année. Si on regarde le sac Chanel, je crois que c'est le 2,55. En 2017, il était à 2000 et aujourd'hui, il vaut plus de 10 000 euros. Ouais. En fait, qu'est-ce qui fait qu'en réalité, à un certain moment, tu dis j'arrête la croissance? C'est compliqué quand même. J'arrête de vendre. C'est compliqué, c'est hyper dur. On est tous à la recherche de faire les entreprises sont là. Enfin, il faut performer, il faut faire du chiffre, il faut garder sa place. Bien sûr. Alors, c'est des décisions qu'on prend régulièrement chez Vuitton. Quand on pense que les choses s'emballent, souvent, on prend la décision d'arrêter. Ouais. Je pense que toutes les maisons de luxe font ça à certains moments. Après, si Vuitton vendait 2 fois moins de produits, il y a quand même un équilibre entre désirabilité et notoriété. Et je pense que pour être désirable, il faut aussi être connu. Et pour être connu, il faut que les produits soient portés, donc il faut les vendre. Donc il y a tout ce cercle-là aussi qu'il faut arriver à concilier. Ouais, donc la frontière, elle est fragile. Est-ce que une marque peut devenir trop populaire, une marque de luxe? Est-ce que tu trouves qu'il y a eu des marques justement qui se sont plantées, qui sont devenues trop populaires? Je ne sais pas s'il y a des marques qui sont devenues trop populaires. Oui, on a forcément des exemples et ça reste des points de vigilance. Je pense que pour le plus grand danger d'une marque, surtout en ce moment, comme on disait au début, avec des cycles qui s'accélèrent, c'est d'être trop mode. Trop dans une silhouette précise, etc. Quand tu dis trop mode, ça veut dire ça passe. C'est une mode qui passe, quoi. Bien sûr. Okay. Quand la silhouette est trop tranchée, très répétitive, sur un axe précis, ça peut faire un carton absolu. C'est en général des maisons qui vont avoir des croissances énormes, fulgurantes, très rapides. Mais en général, la chute n'en est que plus brutale, en fait. Donc, je crois qu'il faut vraiment un équilibre entre timelessness et émotion du moment, en fait. Et tu l'as vu, ça? T'as des noms de marques qui, justement, se sont un peu... Oui, il y en a pas mal. L'exemple le plus récent, c'est Gucci, qui a fait des croissances extraordinaires, qui est monté très, très, très vite, très haut. Et ensuite qui est redescendu presque tout aussi vite, voire plus vite, parce que tout d'un coup, la silhouette était plus dans la tendance du moment, c'était allé trop loin. C'est devenu trop mode. Trop mode, et au bout d'un moment, les gens en ont marre, une fois qu'ils ont... Après, ils passent à autre chose. Donc, et justement, il fut quand même un temps où la direction artistique, le directeur artistique est resté presque toute une vie au sein de la même maison. On pense à Chanel, par exemple. On pense à Chanel avec Karl Lagerfeld. Et là, on sent, depuis, ça fait ces 20 dernières années, ça bouge énormément. Je peux penser, par exemple, Céline, où il y avait Phoebe Philo. Après, tu as Hedi Slimane qui arrive. Et on a l'impression que c'est devenu plus effet mode, parce que c'est pas du tout la même direction artistique, même si on essaie de garder l'héritage de la maison. Et donc, certaines clientes peuvent se dire, mais en réalité, le sac que j'ai acheté il y a 4 ans, en réalité, il est démodé quand le nouvel... Ça, c'est compliqué, non? C'est compliqué, en effet. Et je pense que le cycle de la mode s'est beaucoup accéléré à cause de ça. Aussi, Donc, à la fois, c'est très excitant. Je pense personnellement que les 2 dernières Fashion Week ont été les plus passionnantes qu'on ait eues depuis très longtemps, parce que justement, il y a eu tous ces nouveaux DA et on est tous en train de regarder justement quelle va être la nouvelle silhouette d'un tel ou une telle. Il y a une curiosité de chez Dior, une curiosité et puis même un regain de créativité. C'est ça qui est fantastique à voir. Dans beaucoup de maisons aujourd'hui, il y a des choses qui changent, même si je pense qu'un certain nombre de maisons, et la nôtre en particulier avec Nicolas Ghesquière, ont une grande preuve de stabilité, et ça apporte aussi beaucoup de rester dans une certaine continuité. Mais en effet, beaucoup de changements, beaucoup de créativité, et puis dans l'ensemble, peut-être un risque quand même de saturation du marché, tellement de nouveaux lancements à chaque fois. Et en effet, des clients qui peuvent se demander jusqu'à quand ce produit va être full, donc faut-il vraiment que j'investisse dedans ou pas? Et ouais, je pense que tu as raison, il y a un peu de crainte vis-à-vis de ça. Oui, et puis toi qui parlais d'effet de mode, on a l'impression que ça devient un peu comme ça. Bien sûr. Ouais. Dans un de tes articles, j'ai beaucoup aimé, tu parlais tu l'as dit, je pense, tout à l'heure, de folie.
de folie créative et de savoir aussi la cadrer. Comment tu la laisses exister, cette folie, tout en gardant ta discipline économique? La folie, elle est fondamentale. Et je pense que la folie, elle est fondamentale pour tout le monde, pas que pour les créatifs. Je pense qu'on a des dirigeants qui sont un peu fous aussi, et tant mieux, fous, brillants. Mais c'est comme ça qu'on fait des choses que personne d'autre n'a fait auparavant. Et je pense particulièrement chez Louis Vuitton. Après, en effet, il faut cadrer cette folie. Et je considère que c'est un petit peu mon métier. Il faut que moi, je garde ma part de folie aussi. Ça, c'est important. Comment elle s'exprime, ta part de folie? Avec des prises de risques, avec des manières différentes de faire les choses, avec des manières très différentes de faire les choses, sans cesse se réinventer. Donc, on peut dire que tu es aussi créative. Enfin, je veux dire, c'est quoi la créativité? C'est justement de penser différemment? Oui, alors je pense que j'ai un esprit qui est sensible à la créativité. Et oui, après, je pense qu'il faut être Après, je pense que tous les grands dirigeants doivent être un petit peu créatifs. Un peu fous et créatifs. Oui, évidemment. Il faut réinventer la manière de faire, il faut inspirer, il faut emmener ses équipes derrière soi. Et puis, il faut trouver des projets que personne d'autre n'aura fait auparavant. Donc forcément, ça demande un petit peu de folie. Et voir grand aussi. Je pense que ne pas avoir peur de rêves qui peuvent être un peu impressionnants, ça participe de la folie. Et la cadrer, c'est déjà mettre la folie sur le papier, voir ce que ça veut dire, quels sont les risques. Ensuite, tout se rationalise d'une certaine manière. On parlait de Chanel, Dior, Hermès et de Louis Vuitton. Elles n'ont pas toutes la même manière de créer le désir. Qu'est-ce qui distingue leur stratégie? Est-ce qu'il y a une différence claire entre ces 4 noms que je t'ai cités? Ça peut être un autre nom, mais... je pense qu'il y a des différences. Alors déjà, il y a des ADN de maisons qui sont toutes très différentes. Je pense que Chanel, c'est un héritage d'une puissance folle. C'est l'expression de cette féminité de Gabrielle Chanel, hyper indépendante et très libre. Donc beaucoup de liberté d'un côté et en même temps des codes de marque qui sont extrêmement forts, extrêmement précis. Le noir et blanc, le camélia, le tweed. Enfin, il y a une somme de codes de marque qui sont très forts et le tout avec une grande féminité. C'est une des rares maisons qui ne fait pas d'hommes, par exemple, quand même. Aujourd'hui. C'est très, très rare. Et donc, c'est la féminité un peu absolue. Et je pense que Chanel, leur manière de faire, c'est de rester Chanel. D'ailleurs, j'avais un petit peu travaillé pour eux aussi. Ils se posent la question tout le temps, est-ce que c'est Chanel ou c'est pas Chanel? Et donc, c'est cette adhérence à l'identité qui prime. C'est leur repère. C'est leur grand repère. Okay. Hermès, pour moi, c'est l'ultime expression du savoir-faire, du craft et de la qualité, sans aucun compromis. Et c'est la recherche toujours... plus forte de cette qualité extraordinaire. Et je pense que c'est ça qui est le plus gros driver pour eux. Dior, c'est un ADN qui est aussi différent. C'est encore une féminité alors ultra féminine aussi, qui est plus l'imaginaire de la princesse, de cette un peu plus romantique, plus poétique, qui fait rêver avec des robes magnifiques, etc. Et je pense qu'il y a une dimension qui est beaucoup plus mode chez Dior. Et puis Louis Vuitton, c'est l'art du voyage. Louis Vuitton, c'est né avec la malle, avec l'innovation. Ça a été plein d'innovations successives. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui anime notre manière de faire. C'est le voyage aujourd'hui, quoi. Est-ce que tu trouves qu'on arrive à un moment de bascule après toutes ces années incroyables dans le luxe, avec les nouvelles générations, l'arrivée de l'intelligence artificielle? Enfin, tous ces changements, est-ce qu'on arrive à un moment, tu sens qu'on arrive à un moment, est-ce que tu sens que le client déjà du luxe est en train de changer? Oui, je pense qu'il y a des changements, mais je me demande s'il n'y en a pas moins qu'on pourrait le penser. Un vrai changement qu'on a vu très clairement, c'est quand même le besoin de remettre au cœur la valeur du produit. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'augmentation de prix, au-delà en effet, des très belles années de vente. Mais ces belles années de vente ont été accompagnées de beaucoup d'augmentation de prix dans toutes les maisons. Il n'y en a pas une qui l'a fait moins que
que d'autres. Et donc, aujourd'hui, il y a besoin de reclarifier aussi la valeur intrinsèque. Je pense que ça, c'est hyper important. Après, bon, évidemment, on vit dans un monde économique, géopolitique d'une complexité inouïe, dont on ne sait pas trop de quel jour demain... Personne ne sait. On sait pas trop. Pourtant, vous devez prendre des décisions. Et ça, je pense que ça affecte tous les business, pas que la mode. Donc ça, c'est sûr que c'est très compliqué et ça demande une agilité énorme. Et on doit changer nos manières de faire très régulièrement. Et ça, j'ai l'impression qu'on le fait quand même beaucoup depuis le Covid, qui aussi nous a beaucoup challengés. Après, le rapport aux nouvelles générations, depuis que je fais ce métier, tous les 2-3 ans, on dit la même chose. On dit les jeunes, ils veulent plus ça, ils sont plus sur le luxe. Ou alors, il y a la mode de dire c'est l'expérientiel, c'est plus le... Donc, tous les 2 ans, il y a un truc autour des jeunes. C'est ce qu'on voit aussi autour de nous. Plus on vieillit, plus on dit « Ah bah les jeunes, c'est plus comme nous avant, etc. » Bon, je crois qu'en fait, les jeunes, ça reste des jeunes. Et que oui, ils ont des manières de fonctionner, etc., qui peuvent être un petit peu différentes. Mais en fait, c'est le coup à chaque génération. Donc, c'est pas si différent. Et surtout, là où je veux en venir, c'est que dans tout ça, je crois que le luxe reste le luxe. Et c'est pas pour rien que ça existe depuis la nuit des temps. Que ce soit l'expérience, mais que ce soit aussi la possession, parce que ça reste symbolique. Le statut, ça va jamais partir. Ça fait partie intrinsèque de la société et de toute société. On a besoin d'avoir ses rêves, d'accession à des choses. Ça fait partie de l'être humain, je crois. Et donc, je crois que ça va jamais partir. Ça prendra peut-être des formes un petit peu différentes, mais je crois fondamentalement au pouvoir du luxe et des choses exceptionnelles et du beau. J'ai peut-être trop d'optimisme, mais je crois que ça va continuer à faire rêver les gens pendant encore beaucoup de temps. Ouais. Mais alors, dans ce cas-là, c'est des petits challenges. Tu vois, il y a eu, par exemple, l'arrivée des réseaux sociaux où le luxe a été challengé, qui a pris un peu le train un peu plus en retard que le reste. Même le digital, l'e-commerce, par exemple. Oui. Beaucoup plus tardivement dans le luxe, avec beaucoup de questions. Et d'ailleurs, il y a encore des maisons qui ne sont pas dessus. Et je ne peux pas dire qui a raison ou qui a tort, mais c'est sûr que le digital, ça a complètement changé nos manières de... Il y en a qui refusaient d'être digital. Par exemple, Chanel ne vend pas en ligne la majorité de ses collections. Et oui, bien sûr, ça reste... Et on n'arrive pas à s'autoriser à tout faire sur le digital, évidemment, parce qu'on veut préserver toute la question. C'est comment on préserve la désirabilité de nos produits sur une expérience en ligne. Et comment on fait de l'expérience en ligne du luxe. Là où je pense qu'il faut dédramatiser, c'est que je pense quand même que le luxe, aujourd'hui, pour plein de gens, c'est la facilité, c'est le confort, etc. Et en fait, le digital permet ça. Donc, c'est là où il ne faut pas complètement... Mais je reviens aussi sur désirabilité, rareté. Tu sais, le fait de se dire, t'es sur une liste d'attente, qu'il faut attendre 6 mois, 1 an, 2 ans. En fait, est-ce que tu crois que ça, c'est aussi le luxe ? Moi, personnellement, c'est un truc qui me fait fuir. Oui, évidemment. J'ai pas beaucoup de temps, donc j'ai pas... T'as pas envie d'attendre, de faire la queue, Non. Évidemment. Tu vois, je prendrai pas l'avion parce que je vais aller rencontrer le directeur du cuir pour voir s'il veut bien me vendre. Je le ferai pas. Parce que pour moi, c'est pas l'acte d'achat est moins confortable. La question est intéressante. Pourtant, ça fonctionne. Il y a beaucoup de gens qui se disent en fait, je me bats pour l'avoir et si je l'ai, pas tout le monde l'a, etc. Mais ça fonctionne pour qui ? C'est intéressant. Est-ce qu'on passe pas à côté aussi de certains clients et est-ce que ça reste désirable ? Par exemple, devant les boutiques aujourd'hui, il y a la queue tout le temps. Bien sûr, mais c'est une vraie question qu'on a aussi chez Louis Vuitton. En effet, il y a des personnes qui acceptent de faire la queue et d'autres pour qui c'est absolument insupportable et qui n'ont pas le temps, etc. Et comment vous répondez à ça ? Il y a le digital qui facilite quand même énormément l'expérience d'achat pour certaines personnes. Mais oui, je suis d'accord, c'est pas évident. C'est-à-dire, c'est quoi vraiment le luxe ? Est-ce que c'est d'attendre ou est-ce que c'est justement de tout avoir très facilement tout de suite ? Et je suis pas sûre qu'il y ait une réponse. Il n'y a pas une réponse. Non. On parlait de challenge et l'intelligence artificielle. Est-ce que ça peut rentrer dans un univers comme le luxe ? Ça l'est déjà ? Alors, il y a des endroits où oui, ça peut l'être déjà, ne serait-ce que dans nos manières de fonctionner au quotidien. Je pense que tous, petit à petit, on commence à utiliser un peu l'intelligence artificielle. Je pense pour l'instant, nous, on est plus en train de regarder, de comprendre ce qui est possible de faire et surtout de voir comment ça peut
nous aider à mieux faire notre travail. Je pense qu'aujourd'hui, c'est surtout ça l'optique. Et le marché de la seconde main ? Et le marché de la seconde main continue d'être un marché évidemment important. Il est intégré ou pas encore ? Non, il n'est pas intégré chez Vuitton ou chez LVMH. Marché de la seconde main, il peut être hyper négatif et pénalisant, notamment si on se parle de trafic. Et ça, il y a évidemment des personnes qui utilisent des différences de prix entre différents pays pour ensuite revendre, etc. Et Vuitton est particulièrement exposé à ce genre de problème. Et puis, il y a la seconde main que je trouve plus positive. Pour reprendre l'exemple de ce Speedy, il a une valeur de revente qui est très forte. Et pour moi, c'est un KPI aussi de désirabilité et j'en suis hyper fière. Donc c'est là où c'est moins dérangeant. Je reviens sur le Speedy. Est-ce que vous avez déjà eu un produit où vous étiez sûr qu'il allait fonctionner et pas du tout ? Bah oui, ça arrive. des paris ratés. Ça, c'est la chose qu'on ne voit pas. En général. Non, on ne voit pas. Ouais. Alors, on a des manières de gérer ça chez Vuitton. On est très agile sur notre production, sur nos stocks, etc. Donc, on s'en sort souvent à moindre mal. Mais oui, ça arrive, des paris ratés. Bien sûr, ça fait partie du jeu. Vous laissez combien de temps pour dire que c'est un pari raté ? On sait très vite. On a quand même des manières d'analyser nos ventes qui font qu'au bout de quelques jours... Quelques jours, on a déjà un premier signal qui est fort. Et au bout de quelques semaines, on est assez... C'est quoi les indicateurs qui c'est très analytique, c'est des indicateurs de vente. De vente. Ouais. Vous savez que c'est au bout d'une semaine, c'est que c'est ça. Ouais. Donc là, vous allez arrêter la production. On avait prévu, etc. Ça dépend. Alors parfois, on va insister, parfois on y croit beaucoup et on a envie d'imposer quelque chose et vraiment d'essayer. Et puis parfois, en effet, on passe à autre chose. Si on revient à toi, Louis Vuitton, c'est gros. Hein. Il y a combien de collaborateurs ? Je sais même c'est pas. Énorme. Ouais, c'est énorme. J'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de politique. Ouais. Comment tu, toi, en tant que femme, comment tu te places dans cette organisation ? Qu'est-ce qui est difficile pour toi ? Ton ego ? Tu dois laisser place aussi à ton ego, mais en même temps, tu dois gérer l'ego des autres. Comment ça se passe ? Tu peux nous raconter un peu ? C'est une bonne question parce qu'en effet, c'est pas évident. C'est des métiers où on doit gérer en effet beaucoup de personnalités différentes, de sensibilités différentes. Tout le monde, je pense que toute personne qui travaille dans le luxe est une personne sensible, peu importe où elle travaille, si c'est business, créa, etc. On a tous une grande part de sensibilité. Il y a beaucoup de personnalité aussi, souvent c'est des gens créatifs, etc. Donc en effet, trouver sa place n'est pas toujours complètement évident. Et trouver qui on est aussi par rapport à toutes ces personnalités, ces égos, c'est pas facile. Ce qui est hyper important, parce qu'en plus c'est quand même un monde qui fait rêver, c'est hyper important de ne pas perdre les pieds sur terre, je pense. Et de garder, il y a le travail, et il y a ce monde-là de paillettes, de choses folles quand même. Hein. C'est vraiment un monde où il se passe des choses complètement folles. Et puis, il y a la vraie vie, mon mari, ma famille, mes amis, rentrer en métro le soir, voir plein de gens qui ne travaillent pas du tout dans ce milieu et qui, du coup, déjà font prendre beaucoup de recul et de perspective. C'est ton équilibre de vie c'est hyper important. C'est hyper important pour toi. Tu sais que le travail, et à côté de ça, tu sais que ton mari, ta vie de famille, tes amis, même ça te permet de garder cette équilibre. C'est hyper important. Ouais. C'est intéressant. Ouais. Tu m'étonnes, ça doit être fou quand même. Tu travailles dans un groupe comme LVMH, en plus, il y a une anecdote qu'on a entendue, on m'a dit que c'était vrai, mais tu vas me le confirmer, que Bernard Arnault, tous les vendredis, je me rappelle plus, c'était le vendredi, il est à le flagship sur les champs. Tous les samedis. C'est tous les samedis, c'est voilà. Le week-end. C'est le week-end. Donc le samedi, il va regarder les stocks, Bien la sûr. boutique. Bien sûr. Mais le luxe, c'est le détail, tout compte. Même moi, et d'ailleurs, c'est ce qui est aussi difficile quand on travaille dans le luxe, c'est que même si on monte, on prend des responsabilités, on doit avoir du recul, une vision, une stratégie, du leadership, mais on ne peut jamais perdre de vue le détail. Et moi, je connais le détail de tous mes produits.
comment ils sont faits, les matières, le prix, la marge. C'est un métier de détail. C'est ça qui fait la différence auprès du client. Le client, il va regarder ce détail-là. Et tu as appris ça de lui? Parce que j'imagine que tu as appris de Alors, sa manière de penser le luxe. Oui, je pense que lui, évidemment, diffuse cette culture-là avec un niveau d'exigence extraordinaire et de culture du détail, sans pour autant perdre la vision globale. C'est toujours l'équilibre qu'il faut avoir. Mais c'est des métiers où il ne faut pas avoir peur de rentrer dans le détail. C'est hyper important. C'est voilà, la bandoulière, si je la place un petit peu différemment, elle sera peut-être plus confortable quand tu le porteras, le sac. Tonalité de la couleur, ça va avoir une grande importance aussi. Comment le zip va glisser. Enfin, voilà, mon travail est fait de détails. Mm. Quand tu sais, dans Skills, on parle beaucoup de compétences, compétences humaines. Avec toi, tu as compris qu'on parlait de créativité, business, cette frontière fragile. Si tu devais donner un seul skill pour réussir dans le luxe aujourd'hui, ce serait lequel? Parce qu'on a parlé de beaucoup de compétences. Tu vois, on a parlé d'empathie, on a parlé de rationalité, on a parlé de créativité. C'est difficile. S'il y en avait un que tu... Moi, j'aurais dit sensibilité. Et même si on dit un truc chez Vuitton, on dit être produit. Ça veut rien dire dit comme ça. Être produit. Ouais. On est produit ou on n'est pas produit. Et en fait, c'est sentir le produit. Donc, je peux même pas t'expliquer exactement ce que ça veut dire, mais c'est cette capacité à sentir le produit, à s'y projeter, sans pour autant, parce que ça c'est l'autre difficulté aussi, penser à soi-même comme client, parce qu'on n'est pas le client final, mais c'est sentir le produit. Et ça, je crois qu'il y a la passion qui est nécessaire, évidemment, mais ce rapport au produit, il se développe, mais il est aussi un peu inné d'une certaine manière. Puis après, la sensibilité, oui, ça c'est clair. Sensibilité et la sensibilité du produit. Ouais. Je vais à un moment un peu plus léger. Le produit Louis Vuitton que tu rêverais d'avoir, mais que tu n'as pas. Une malle, évidemment. Le produit que tout le monde adore, mais que toi, tu ne comprends pas. Chez Vuitton ? Ou ce que tu veux. Ça peut être Vuitton ou ailleurs. Et que toi, tu ne comprends pas. Ouais, il y en a eu plein. En ce moment, je sais pas trop, parce que je suis assez en phase avec tout ce qui se passe dans la mode, pour le coup. Non, il y a eu toute la tendance un peu, mais il y a quelques années, un peu des ugly shoes, des dad shoes, etc. Ça, c'était pas du tout mon truc. Mais à la fin, je peux tout comprendre, parce qu'en fait, porter de la bonne manière, styler de la bonne manière, ça peut passer. Ça peut fonctionner. Un moment où tu t'es dit, OK, je travaille vraiment dans le luxe. Ça, j'en ai plein. J'ai des anecdotes... dans tous les sens. Je sais pas. T'en as une que tu pourrais nous raconter où tu t'es dit bon? Il y en a plein. Par exemple, j'ai discuté avec un ami qui a beaucoup minci la semaine dernière et je lui dis bon, c'est quoi alors, comment t'as fait? C'est simple, j'ai arrêté de manger. Dès que je mange trop, je mange pas après. Et là, tu t'es dit, Là, c'est vraiment une phrase à la Loïc Prigent, quoi. C'est génial. C'est une question que je pose souvent à la fin des épisodes, que ce soit quelqu'un que tu connais ou que tu ne connais pas. Qui tu aimerais écouter dans un prochain épisode? Qui j'aimerais écouter? Ça peut être dans la mode ou pas. J'en ai tellement qui me viennent à l'esprit, c'est difficile de choisir. Je pense qu'un directeur artistique, ce serait génial. Tu aimerais aussi un directeur artistique? Un créa, presque peu importe lequel, parce qu'ils sont tous géniaux, honnêtement. C'est un travail fantastique. Et ils sont souvent beaucoup plus sympathiques qu'on ne le pense, quand même. C'est vrai qu'on les entend jamais. On les entend très. Il y en a beaucoup qui sont très timides qui aussi. sont très introvertis et qui parlent très peu. Or, ils ont des choses absolument passionnantes à raconter. Ouais, je dirais ça. Un directeur artistique. Merci Louise. J'ai une dernière question, un peu leadership ou féminin. Ta place de femme dans tout ça? Parce que j'imagine c'est une grosse machine de guerre quand même, Louis Vuitton. Ouais. Performance, puissance. C'est les mots qui reviennent assez souvent. Je veux pas stigmatiser, mais on a quand même des sensibilités. On sait qu'il y a encore des écarts. On dit souvent, quand une femme réussit, on dit oui, elle ressemble à une femme, mais elle pense comme un homme. En réalité, c'est quoi la réalité? Est-ce que tu sens...
La réalité, c'est que je pense que c'est encore un peu difficile, même s'il y a beaucoup de choses qui ont évolué dans la société. Ce qui est un peu bizarre pour moi, c'est que pendant des années, je me suis posé aucune question parce que j'étais vraiment complètement minoritaire, que ce soit école d'ingénieur, cabinet de conseil. J'étais dans des univers d'hommes. Très masculin. Très masculin, qui me dérangeait pas du tout parce que ça avait une certaine simplicité. Et puis être une femme était tellement rare, ça devenait un vrai atout finalement. Et ce qui est très perturbant dans le luxe, c'est de quand même, dans les faits, continuer à avoir une inégalité parce qu'il y a beaucoup de femmes en bas, dans les populations, par exemple, de chefs de produits, marketing, etc. Il y a énormément de femmes. Et je pense qu'on est quasiment à la parité au niveau managérial, mais du coup, ça ne reflète pas la pyramide. Donc déjà là, il y a un sujet. Et puis, je pense qu'on continue. Je me pose beaucoup de questions là-dessus, mais d'avoir en effet des styles de management et de leadership très différents. Je trouve que j'ai l'impression que les femmes se posent beaucoup plus de questions que les hommes. Il y a beaucoup plus de remises en question chez une femme et du coup beaucoup plus de perte d'énergie. Bon, sans parler de la charge mentale dont on parle beaucoup en ce moment pour les femmes, mais au-delà de ça, moi, tout simplement, la remise en question que j'ai de moi-même en permanence est épuisante. Et je pense que ça fait perdre beaucoup d'énergie finalement dans les rapports avec les gens, etc. Est-ce que là, j'ai été bien? Comment j'aurais dû me positionner différemment, etc. Alors, bon, je te rassure, je suis quand même bien droit dans mes bottes et je sais gérer... Tu es drivée par tes valeurs. Exactement, mais je pense que je me remets beaucoup en question comme beaucoup d'autres femmes que je vois à mes côtés. Et là où j'ai l'impression que les hommes se posent beaucoup moins de questions sur eux-mêmes. Donc, je ne voudrais pas généraliser non plus, évidemment. L'idée, c'est pas de mettre des clichés, mais je veux pas caricaturer. Ça fatigue. Mais oui, ça fatigue. Et en effet, dans les logiques de puissance, etc., c'est peut-être moins les nôtres aussi. Donc je pense qu'on continue de se poser des questions là-dessus. Et je pense qu'il faut qu'on continue de développer des modèles de leadership au féminin. Ça reste différent et c'est hyper important d'en parler, d'avoir des rôles modèles, etc. Et de ne pas stigmatiser aussi les femmes dont on a l'impression qu'elles ont justement des comportements d'hommes, parce que c'est aussi pour compenser... en général, certaines fragilités, quoi. Mais c'est marrant que tu en parles parce que j'ai donné un séminaire sur le leadership au féminin il y a 2 jours. Et c'était la question, pourquoi on nous fait un séminaire sur le leadership au féminin? Ça veut dire qu'on est faible. C'est pas la question, c'est pas le leadership des femmes, c'est le leadership au féminin. C'est justement de dire, on a des choses qui forment notre singularité, sur lesquelles il faut investir. Tu parlais de sensibilité et je pense que ça en fait partie. Cette sensibilité, le doute, la remise en question. Ça crée aussi le lien de confiance. En fait, quand on est un peu plus vulnérable, on arrive, tu le disais tout à l'heure, tu disais le lien de confiance est très important à partir du moment où tu es authentique, où tu dis les choses et que tu montres aussi ta part de vulnérabilité. L'autre a plus de facilité aussi à s'ouvrir à toi. C'est vrai. Et c'est sur quoi il faut investir que de se comparer tout le temps aux hommes. Ils ont aussi ils ont aussi sur quoi investir. C'est vrai qu'ils se posent moins de questions et on peut aussi s'inspirer de certaines choses. Mais il faut savoir différencier, s'appuyer sur ce qu'on a de bien au lieu de chercher à le cacher. Absolument. Et d'aller chercher chez les autres. T'as raison. C'est une vraie question. Et tu vois, quand on parle de puissance dans une entreprise, que ce soit Louis Vuitton ou une autre, ça, j'aurais pu citer une banque à la place de Louis Vuitton. C'est souvent, on se dit, oui, mais les hommes, ils aiment bien parler quand on est en réunion. Si je prends la parole, on va me couper la parole. Bah, ils aiment bien parler, laisse-les parler. C'est pas grave. Tu feras passer ton message d'une autre façon. Bien sûr. Et toi, est-ce que tu sens ça, tu vois, à ton niveau de... J'imagine tu fais partie de comité de direction. Est-ce que déjà, il y a une parité ou pas? Et est-ce que tu sens que tu as besoin de t'imposer plus ou c'est assez naturel? Non, ça reste assez naturel. Après, de toute façon, moi, c'est ma personnalité depuis... Je suis introvertie, mais je parle quand j'ai un truc à dire et quand je suis sûre de ce que tu vas dire. De ce que je vais dire. Et donc, dans ce cas-là, j'hésite pas du tout à prendre la parole. Donc, je suis pas du tout celle qui va prendre le plus la parole, mais je suis pas non plus éteinte. Et en effet, parfois, il faut laisser aussi parler les autres qui en ont besoin. Ouais, pour moi, c'est pas tant ces histoires de prise de parole en réunion, c'est plus... la confiance en soi et du coup la capacité à projeter sa propre ambition et à l'assumer aussi. Je trouve que c'est pas forcément oui, parce que facile. Une femme ambitieuse, ça fait peur. Ça fait un peu peur.
Et comme on n'a pas complètement confiance en soi, on se demande est-ce que c'est complètement fou ce que je demande ou ça va ou... D'où l'importance des rôles modèles. Ouais, absolument. Tu en as ? J'en ai pas beaucoup de féminin, de par un peu le parcours que j'ai eu auparavant, mais oui, j'en ai plein et j'ai souvent avancé comme ça dans la vie, en me disant cette personne me fait rêver et j'ai envie d'aller vers elle. Ouais. T'as un nom ? Ça peut être quelqu'un que tu connais pas ? Ou tes rôles, les modèles que tu avais, c'était des gens que tu connaissais ou pas forcément ? Plutôt que je connaissais. Oui, ok, oui. Donc c'était plutôt des gens que tu connaissais, pas une femme inspirante. Tu te dis, j'aimerais bien m'en inspirer. Non, mais j'en ai eu plusieurs dans mon entourage. Et oui, après, des femmes inspirantes, il y en a tellement, que ce soit dans le monde politique, mais aussi entreprise, etc. Mais je trouve qu'on n'entend pas suffisamment des grandes dirigeantes d'entreprise. Je trouve que... On leur donne pas assez... Elles prennent pas assez la parole. Elles prennent pas beaucoup la parole pour expliquer un peu... leur quotidien, est-ce que ça a été difficile d'en arriver là, etc. Je trouve que ça manque encore un petit peu. Ouais. Est-ce que tu as un cercle, un peu ton cercle d'influence ? Parce qu'on se sent seul quand on dirige... Je sais pas, toi, tu diriges combien de personnes ? Tu diriges une cinquantaine de personnes. Tu as 50 personnes, tu as des décisions importantes à prendre, tu as des responsabilités importantes. On se sent seul. Est-ce que tu as autour de toi justement des personnes avec qui tu veux confronter un peu ton ressenti ? Ouais, plein. Ça, c'est fondamental. Et d'ailleurs, c'est souvent le conseil que je donne. D'ailleurs, si j'interviens aussi dans des groupes de femmes ou de plus jeunes, etc. C'est hyper... Moi, j'appelle ça des personnes ressources. C'est des personnes dans l'organisation avec qui, tu sais pas pourquoi, mais tu te sens hyper bien, quoi qu'il en soit. Et donc, en fait, ça match très vite. On se comprend bien. En général, c'est des gens qui sont pas forcément avec une adjacence trop forte avec ce que tu fais au quotidien, mais c'est des gens avec qui je vais régulièrement déjeuner, boire des verres et à qui je dis pas tout, mais beaucoup qui de travaillent choses dans Louis Vuitton. Dans Louis Vuitton, mais et avec qui tu te sens bien en confiance. Exactement. Ça, c'est les personnes ressources, c'est important. Et après, ma propre équipe, at large, est une ressource pour moi. J'ai une relation de grande confiance avec eux. Alors, je leur dis pas tout non plus, mais j'ai aucun problème quand j'ai un doute sur, je sais pas, par exemple, le lancement d'un nouveau produit, etc., à leur faire part de mon doute, à leur demander leur avis, à redemander une nouvelle fois si je me sens pas complètement sûre. Et donc ça, pour moi, mon équipe est un vrai soutien pour moi. Et j'espère vice-versa, d'ailleurs. Oui, j'imagine. Quand tu doutes, t'appelles qui en premier ? Alors, j'ai beaucoup appelé mon mari quand même, pour être honnête. Génial. Qui est toujours de très très bons conseils pour moi. Tu l'appelles lui parce qu'il comprend ton métier ou parce que tu sens qu'il est de bons conseils ? Les deux. En fait, il connaît pas du tout mon métier, mais il a cette finesse de très bien comprendre les dynamiques et de comprendre vite quel est le vrai problème. Et qui me connaît très bien. Et donc, mon mari ou ses personnes ressources ou directement mon équipe. D'où l'importance de l'entourage. Ouais, absolument. Merci beaucoup, Louise, pour cet entretien et tous les conseils que tu nous as donnés. Et à très bientôt dans Skills.